aventures perdues d'Ulysse et Omnibus. Deuxième épisode. Ta gueule, le chat. Venez découvrir les aventures perdues d'Ulysse et Omnibus. Une expédition sonore des Matacumbers, sans bouger de chez soi. Prenons aujourd'hui le carnet le plus haut de la pile et voyons où nous allons voyager. Connaissez-vous la ville de Siriusa, surnommée l'étoile du désert ? Venez avec moi vous promener dans ces rues qui bougent plus qu'elles n'en ont l'air. Connaissez-vous Siriusa ? Que le commun des mortels soit incapable de la situer sur une carte n'a rien d'étonnant. Après tout, seriez-vous en mesure de me dire où se trouve Ngong, Tavildara, Milan, Cornet City ou encore Samyetang ? Vous savez quoi ? Allez-y, essayez. Attention, il y a plusieurs pièges. Vous donnez votre langue au chat ? Alors, voici les réponses. Ngong est un village du Cameroun comptant 8 habitants au dernier recensement. Tavildara, la capitale du district de Tavildara, au Tadjikistan. Milan est évidemment situé au Québec, mais nous aurions aussi accepté un des 12 États américains dans lesquels se trouve une ville portant ce nom. Cornet City se trouve dans Star Wars, plus précisément sur la planète Corellia. Enfin, le Samyetang est une soupe de poulet au ginseng originaire de Corée. Nous avons un peu triché, mais tout ça pour dire que nul n'est tenu de connaître le million de villes et villages qui se trouvent dans le monde. Cela compte donc aussi pour Siriusa. Ce qui est plus étonnant, c'est que même parmi les géographes les plus zélés et les plus éminents, personne n'est en mesure d'indiquer précisément son emplacement sur une carte. Enfin, là où cela devient parfaitement invraisemblable, c'est que ses propres habitants ignorent où elle se trouve. Pour être plus précis, il faudrait dire que tout le monde ignore où elle se trouve actuellement. Car si Siriusa est si difficile à dénicher, c'est qu'elle se déplace en permanence. Vers où ? Vers quoi ? Nul ne le sait. Nul ne sait non plus qui fut son fondateur. On évoque tour à tour un excentrique anglais tombé amoureux de la culture locale, un savant autrichien fuyant des assassins lancés à ses trousses par les Habsbourg, un général africain en déroute. Comme pour tout personnage énigmatique, beaucoup de noms célèbres circulent, tous plus fantaisistes les uns que les autres. D'aucuns parlent d'un Robespierre ayant réussi à échapper à la guillotine et venu fonder sa société idéale. D'autres de Jean-François de la Pérouse, qui n'aurait pas disparu en mer. Les plus audacieux, bien conscients que le ridicule ne tue plus, parlent même du petit-fils de l'homme au masque de fer. Parce que, pourquoi pas ? Peut-être la réponse se niche-t-elle dans les archives de la ville. Oui, enfin, encore faudrait-il pouvoir les trouver. Ce que l'on sait, c'est que Siriusa a été baptisé ainsi en référence à l'étoile Sirius, la plus brillante de la voûte céleste. Elle devait devenir l'étoile la plus brillante du désert. C'est hélas raté. Elle évoque plutôt la comète de Halley qu'on aperçoit 1 ou 2 fois par siècle. À partir de traces retrouvées dans la littérature locale, on estime sa fondation aux environs de la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, elle ne se déplaçait pas encore. Et ce n'est qu'à partir des années 1810 qu'elle se mit en mouvement. La légende la plus connue raconte qu'on trouvait alors à Siriusa le couple le plus amoureux sur Terre. Ils s'adoraient et leur bonheur emplissait de joie tous les autres habitants. Un jour, le mari mourut dans un accident. Tout le monde en fut peiné et on lui construisit un immense mausolée au cœur de la cité. Sa femme, folle de douleur et incapable de continuer à arpenter les mêmes rues sans son âme, partit une nuit dans le désert pour fuir sa tristesse. On raconte alors que la ville, animée par l'âme du mari défunt, se souleva pour arpenter la mer de sable afin de retrouver sa bien-aimée et qu'elle ne s'arrêtera que lorsque les deux amants seront à nouveau réunis.
Hélas, aussi belle soit la légende, il n'y a rien de magique à Siriusa. Et si l'on ignore encore exactement pourquoi la ville se mit à bouger, on peut en tout cas expliquer comment elle se déplace. Un jour, sans que l'on sache exactement s'ils s'étaient concertés ou non, les habitants du côté nord se mirent à démonter précautionneusement leurs maisons et à entasser les matériaux récupérés sur des charrettes. Une fois que cela fut fini, ils traversèrent la cité jusqu'à atteindre le côté sud et ils déposèrent leur chargement. Puis ils se mirent à reconstruire leur maison exactement à l'identique. Sans que personne n'en prenne réellement conscience à l'époque, la ville s'était déplacée d'une 20aine de mètres en quelques mois. Puis la rangée des bâtiments suivante fut démontée au nord, remontée au sud, Puis la suivante. et la suivante, etc. Petit à petit, Siriusa s'allégea. Les bâtiments devinrent de plus en plus faciles à déplacer et les habitants de plus en plus habiles à le faire. Donc ainsi, elle progresse doucement à travers le désert, avançant lentement, mais inexorablement. On estime que la ville se déplace actuellement de 5 à 10 km par an. Bien qu'on l'ait longtemps pensé, Siriusa n'avance pas uniquement en ligne droite. Il arrive en effet qu'elle modifie parfois le sens de sa construction, se décalant alors en suivant l'axe est-ouest. Sans certitude, les spécialistes supposent que cela aurait un rapport avec les potentielles sources d'eau potable se trouvant sur sa route. Aujourd'hui intégralement nomade, la ville laisse pourtant une trace de son passage, les tombes de ses habitants décédés. Curiosité locale. Sur ces dernières, on ne trouve pas les traditionnelles dates de naissance et de décès, mais les coordonnées correspondant à ces moments. Résultat, la route vers l'étoile du désert est en réalité un long cimetière s'étendant sur des centaines de kilomètres et où les pierres tombales servent de bornes kilométriques. Peut-être est-ce cela que fuit Siriusa finalement. Le temps qui passe, la mort. En un sens, la légende aurait alors raison. Tout cela ne serait qu'une lente et illusoire fugue en avant. Après tout, nul ne sait réellement pourquoi elle se déplace. Et il se pourrait que le point de départ de cette folle aventure n'ait été que le fruit d'une querelle de voisinage entretenue depuis des siècles. Une épopée de plusieurs siècles. Uniquement parce que Monsieur X ne supportait que Madame Y joue de la musique trop tard, ou que les bégonias de Monsieur Z empiétaient sur la haie de Madame W. Il arrive que la réalité soit décevante. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux croire la légende ? Retrouvons maintenant le courrier des lecteurs. C'est une question culinaire que nous pose aujourd'hui Maïté O, une cuisinière de profession et curieuse par passion, précise-t-elle. Cher explorateur, je suis invité à un souper cannibale et ne sais pas quoi ramener. Que dois-je faire ? Je ne sais plus qui a dit « Celui qui n'a jamais été invité à un souper cannibale ne mérite pas le titre d'explorateur. » À la réflexion, je pense qu'il s'agit de moi. Toujours est-il que cela est parfaitement exact, et tout explorateur doit se préparer à une telle éventualité. La viande humaine se rapproche au niveau du goût et de la consistance du porc ou du veau. Par ailleurs, elle est le plus souvent servie grillée, très épicée. C'est pourquoi, pour la question du vin, je recommande un robuste italien. Un Amarone fera parfaitement l'affaire, par exemple. Concernant le repas, une salade me semble toujours de bonne aloi pour alléger le tout. Ma préférence va au mélange choux, carottes, pommes, miel, anettes, etc. Mais bon, n'hésitez pas à recourir aux produits locaux surtout, et de saison. Vos hôtes seront touchés par cette délicate attention. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures d'Ulysse et Rossomnibus. D'ici là, essayez de ne pas vous perdre, sauf si c'est ce que vous voulez. Un podcast Mataprod.